L'heure de retrouver votre invité, Frédéric Rivière. Vous recevez ce matin Bruno Millienne, député et porte-parole du MoDem et du groupe démocrate à l'Assemblée nationale. Bonjour Bruno Millienne. Bonjour à vous. Elisabeth Borne a indiqué hier que le gouvernement ferait connaître son choix sur la méthode retenue pour faire passer la réforme des retraites à la fin de la semaine. Ça fait d'ailleurs, me semble-t-il, plusieurs fois qu'il est question que ce soit dans quelques jours. La chef du gouvernement a précisé que pour l'instant, toutes les options étaient sur la table. Les universités d'été du MoDem ce week-end ont été l'occasion pour un certain nombre de cadres de votre mouvement de réaffirmer leur opposition à un passage en force. Est-ce que vous avez des raisons de penser que le président de la République va entendre votre mise en garde ? Je ne sais pas si j'ai des raisons de penser qu'il va le faire, mais la raison voudrait qu'il le fasse. Pour une raison simple, en 2017, on est élu avec le président Macron sur une réforme des retraites, mais une réforme des retraites systémique, avec plus de justice sociale, avec la retraite par points qui permet qu'à chaque heure cotisée, chaque heure travaillée donne droit à cotisation. Aujourd'hui, on le sait, notre régime de retraite qui nous a aidés dans la protection sociale de beaucoup de gens est un peu à bout de souffle. En tout cas, il est injuste pour les femmes, pour les carrières hachées, pour les carrières longues, pour la pénibilité, pour le travail des seniors. Il faut qu'on travaille dessus aussi. Enfin, il y a plein de cases qui ne vont pas. Si on doit faire une réforme des retraites, elle doit être systémique. Elle ne doit pas être juste paramétrique. Mais aujourd'hui, il semble qu'il ne soit plus question d'une retraite par points. On n'entend plus parler de ça. Le président en a parlé pendant sa campagne. Mais une fois, mais il en a parlé. J'aimerais bien qu'il se réexprime là-dessus, parce que vous pouvez regarder tous les régimes de retraite qui existent. Alors, il y a des erreurs dans le texte qui a été voté au 49.3 en 2020. On a peut-être été trop loin dans l'histoire de l'universalité en voulant réunir tous les régimes en un seul. Peut-être qu'on aurait dû le faire par étapes. Je pense notamment au régime des avocats qui est autosuffisant et qui avait peut-être pas besoin de ça. Mais voilà, y aller peut-être par étapes. Il y a eu aussi cette histoire d'âge pivot. Vous voyez bien que l'âge pivot cristallise les refus. Parce que je pense pas que l'âge pivot, ça veut rien dire. Moi, je suis né en 59, ma retraite à taux plein, et pourtant j'ai pas de trou dans ma carrière. Je la prendrai à 67 ans si on compte la retraite de la sécurité sociale et celle à Agirc-Arrco, la retraite complémentaire. Donc ça veut rien dire, l'âge pivot, ou l'âge de départ. Mais aujourd'hui, le Conseil d'orientation des retraites dit qu'il va y avoir des déficits dans les prochaines années, que pour autant ces déficits ne seront pas forcément dramatiques, puisqu'il est question de déficits résiduels. Pourquoi, selon vous, le président de la République veut-il absolument faire une réforme des retraites rapidement ? Alors, d'abord, parce qu'une réforme des retraites, c'est compliqué à mettre en place, et effectivement, il faut la faire rapidement. Il veut la faire avant la fin de son dernier quinquennat. Oui, mais enfin là, il parle de ce qu'elle soit en œuvre avant l'été prochain. Oui, parce qu'on a un problème de déficit à partir de 2023, il me semble, ou 2022-2023, ça à peu près, ça va, oui. Mais après, on rentre dans le déficit. Donc, tant qu'à la faire, autant la faire tout de suite pour avoir des applications rapides. Mais ça n'empêche pas de faire les choses dans le bon sens. Enfin, si on fait ça sans tenir compte des citoyens, sans tenir compte des syndicats, enfin, on va avoir un problème. On ne peut pas être réélu sur une promesse de changement de méthode et passer en force sur, moi je le dis, j'ai pas peur de le dire, même si je fais partie de la majorité, sur un amendement qui est un amendement purement budgétaire, paramétrique, pour pouvoir dégager de l'argent tout de suite, pour pouvoir aider au financement de certaines augmentations de certains ministères comme l'éducation nationale. Enfin, pour moi, c'est pas une réforme des retraites. À ce moment-là, qu'on dise la vérité aux gens. On dit, voilà, vous avez travaillé plus longtemps pour qu'on donne plus d'argent aux autres. Mais c'est pas... Est-ce que, dans l'hypothèse d'un passage en force, c'est-à-dire donc d'un amendement dans le cadre du projet de loi de la sécurité sociale, est-ce que ça serait une façon, en quelque sorte, de tuer dans l'œuf le Conseil national de la refondation ? Le Conseil national de la refondation aura du plomb dans l'aile, parce que d'abord, vous pouvez être sûr que les syndicats qui sont venus, et je rappelle quand même à vos auditeurs... Ils l'ont dit d'ailleurs, qu'ils partiraient. Oui. Je rappelle quand même à vos auditeurs que cette première journée de réunion à huis clos du Conseil national de la refondation a été un succès. Enfin, les gens ne s'attendaient pas à pouvoir discuter aussi ouvertement, à pouvoir mettre les choses sur la table, à pouvoir prévoir une espèce de calendrier des sujets que pourrait évoquer le CNR. Donc ils sont sortis tous contents. Si on fait ça, c'est d'abord la preuve que le changement de méthode n'est pas là. Et donc le CNR, oui, François Bayrou l'a dit d'ailleurs, et je suis d'accord avec lui, le CNR aurait du plomb dans l'aile, oui. Que feront les élus MoDem si toutefois le gouvernement décidait de passer en force ? S'il dépose l'amendement, on l'a dit, on l'a redit, c'est pas une menace, c'est une profonde conviction. C'est pas, nous, on est pour la réforme des retraites telle qu'elle avait été définie en 2020. En 2020. On est absolument contre un passage en force d'un amendement. Mais il y aurait une unité de votre mouvement ? Ah oui, on votera contre l'amendement, oui.
Ouais. Le projet de budget 2023 a été présenté hier en Conseil des ministres. Un texte de responsabilité et de protection, a dit le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Un budget, a-t-il ajouté, un budget à l'euro près. On peut dire donc qu'on passe du quoi qu'il en coûte au qu'est-ce que ça coûte ? Il y a un moment, on savait très bien que le quoi qu'il en coûte allait avoir une fin. Enfin, on peut pas, même si on va encore aussi, finalement. Même si on va encore un peu creuser le déficit, et vous l'avez vu avec les annonces de Bruno Le Maire. Ouais. Mais le fait qu'on creuse un peu le déficit, c'est aussi pour soutenir l'économie et protéger les Français de manière à ce que la crise qu'on connaît soit quand même moins violente pour les Français qu'elle ne l'est partout ailleurs en Europe. Enfin, il faut que les gens se rendent compte. Il vaut mieux aujourd'hui vivre en France qu'en Allemagne, en Italie ou en Espagne. Hein. L'association 40 millions d'automobilistes a lancé hier un mouvement de fronde contre les ZFE. Ce sont les zones à faible émission, c'est-à-dire des zones autour des villes, dans un certain nombre de grandes villes, où il sera interdit de circuler avec des voitures trop anciennes, pour dire les choses très simplement. Vous dites-vous que vous comprenez les inquiétudes à ce sujet et que vous travaillez à établir des propositions pour rendre le dispositif plus juste et plus acceptable, c'est-à-dire au fond pour l'assouplir? Dans quelle direction travaillez-vous? Non, on est avec mon collègue Gérard Le Seul, qui est socialiste, on est co-rapporteur d'une mission flash justement sur les ZFE. C'était le moment de faire le point parce qu'on sentait bien qu'il y avait énormément d'irritants et il fallait qu'on mette les choses sur la table et qu'on voit exactement où on en est aujourd'hui, comment se développent les ZFE dans les différentes métropoles qui s'en sont emparées. D'abord, on s'aperçoit que ça se développe à des vitesses différentes, avec des critérisations différentes, et que peut-être il est temps de remettre un petit peu d'ordre dans tout ça, en accord avec les associations d'élus, mais aussi en accord avec les associations de consommateurs, pour qu'on voit comment on peut essayer de faire en sorte que cette grande cause de santé environnementale, qu'est la lutte contre la pollution de l'air, puisse être acceptable par tous. Le problème, c'est pas tant les gens qui sont à l'intérieur des ZFE, parce que si vous prenez les grandes métropoles, vous habitez Paris, alors ça peut être effectivement gênant de temps en temps, mais vous avez tous les moyens de mobilité pour ne pas utiliser votre voiture. Le problème, c'est... Oui, on cite souvent par exemple le cas aussi de l'artisan qui habite à 30 km de Paris, qui doit venir travailler dans le centre de Paris. C'est un vrai problème. Avec ses caisses à outils dans le métro, c'est pas pratique. Problème. Non, mais il y a plein de questions. Est-ce que par exemple, pour livrer le dernier kilomètre, il vaut mieux X 3 tonnes 5 qui roule à l'électrique ou au gaz, ou un 26 tonnes qui roule au gaz? Enfin, il y a plein de questions. Tout ça, tous ces sujets-là, on les a levés. Et vous aurez notre rapport le 12 octobre sur la table. Et vous pensez que le gouvernement aussi est ouvert sur ce sujet et prêt éventuellement à des assouplissements pour rendre les choses plus acceptables? Nous, ce qu'on a fixé dans la loi, on a fixé un calendrier d'arrivée. Ouais. On n'a pas fixé le calendrier de comment arriver à ce calendrier à l'arrivée. Donc ça, on a laissé la main aux collectivités. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les collectivités, d'après nos auditions, ont effectivement besoin de faire un point, peut-être pour certaines harmonisations qui pourraient être nationales. Je vous donne juste un exemple rapidement. Si vous prenez 3 métropoles comme Lyon, Grenoble et demain Saint-Étienne, puis après Annecy, si ces métropoles-là n'ont pas une certaine harmonisation, c'est un casse-tête invraisemblable pour les artisans commerçants, mais même pour les particuliers, de savoir s'ils ont le droit ou pas de rentrer dans les différentes ZFE. Il nous reste très peu de temps, mais peut-être un mot sur... On a vu ce week-end, enfin ce dimanche, la victoire de Fratelli d'Italia, de Giorgia Meloni en Italie. En France, 89 députés du Rassemblement national. En Suède, un parti, les démocrates suédois, qui est très en tête, qui est un parti qualifié d'extrême droite. Pour vous, c'est une lame de fond? C'est un phénomène structurel ou conjoncturel? Non, je pense que c'est une lame de fond parce que les démocrates de tous les pays, malheureusement, aujourd'hui, on n'arrive pas à mettre sur la table des solutions simples, visibles et appréhendables par les citoyens. Tant qu'on n'arrivera pas à mettre des solutions claires sur la table qu'ils peuvent voir, ils essaieront toujours le mouvement qu'ils n'ont pas encore essayé. C'est ce qui s'est passé en Italie et c'est grave. Et c'est très grave. Merci Bruno Millienne, bonne journée. Merci à vous.